Dans le silence absolu du vaisseau fantôme, les pas de train résonnaient comme des coups de pinceau sur une toile infinie et noire. Je marchais. C'était l'activité principale désormais. Errer dans les artères froides de l'Odyssée. L'air recyclé sentait le métal et le vide. Mes semelles crissaient sur le sol stérile, un son trop vif dans le mutisme général. Je passais devant les écrans dormants, leur surface noire reflétant une silhouette émaciée, aux yeux caves. Mon reflet me fuyait, une ombre parmi d'autres. La baie de Stas s'ouvrit, un sanctuaire cathédral. Des milliers de capsules, des sarcophages chromés, alignés à l'infini, baignaient dans une lueur bleutée. La respiration artificielle du vaisseau. Je m'approchai. Derrière chaque hublot, un visage figé dans l'attente. Des rêves gelés, des espoirs suspendus. Je posai mes doigts sur la vitre froide d'une capsule. La condensation n'y formait jamais de buée. Je voyais la beauté là. Dans cette perfection arrêtée. Dans cette fin promise, propre, aseptisée. Ils étaient achevés. Leurs histoires, mises en pause, ne connaîtraient ni trahison ni déception. Ils avaient fui, eux aussi. Mais eux, ils dormaient. Moi, je devais rester éveillé pour les guider vers un monde que je ne croyais plus possible. Une ironie. La dernière œuvre d'une artiste sans inspiration, protégée des rêves qu'elle ne partageait plus. Ma combinaison, une vieille muse aux couleurs passées, était trop grande pour moi maintenant. Les poches à pigments étaient vides. Je n'avais plus rien à dire. Plus rien à capturer sauf cette lente dérive vers un point de fuite cosmique. Je m'immobilisais au centre de la baie, entouré par le cœur silencieux des dormants. Mon propre souffle était le seul bruit organique à des années-lumière à la ronde. Un dernier vestige de vie désordonné dans ce mausolée parfait. Je fermai les yeux, cherchant le poids de la culpabilité, ce vieux compagnon. Il était là, terne et familier, comme l'usure du plancher sous mes pieds. Une alarme stridente déchira le silence funèbre, faisant sursauter mes paupières. Le son raclait les parois, violent, urgent, sur les équins de contrôle qui s'illuminaient en cascade. Une lueur pulsait dans le noir profond de l'espace, un signal de détresse. Sur la passerelle baignée de lueur bleutée, Varek fixait le signal parasite comme un prédateur évaluant une proie. Je restais sur le seuil, l'air froid du couloir dans le dos. Les écrans tactiles déversaient leurs analyses en colonnes de chiffres verts. Point d'origine, un vaisseau fantôme identifié comme le Rhapsody, classe saut générationnel, distance 40 km, statut du signal, répétitif, automatisé, un leurre ou une tombe qui appelait. Le commandant ne bougeait pas. La lumière des écarnes sculptait les angles sévères de son visage, creusait les ombres sous ses yeux. Son silence était plus lourd que toutes les alarmes. Un piège, dis-je. Ma propre voix était un grattement sec dans ce sanctuaire de froide logique. Il tourna enfin la tête. Son regard glissa sur moi, rapide, évaluateur, comme s'il pesait ma masse, mon utilité. Statistiquement, oui. La probabilité qu'un vaisseau de cette ère soit encore habité par des survivants fonctionnels est inférieure à 1%. Alors, on ignore. Les protocoles exigent une investigation. Les protocoles ont été écrits pour un espace qui n'existe plus. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Il se détourna des écrans, ses bottes faisant un bruit net sur le plancier composite. Il vint se poster devant la grande baie, contemplant le noir où scintillait ce point de lumière anormal. Son dos droit, son uniforme impeccable, tout en lui était une ligne droite tracée contre le chaos. Le Rhapsody était un vaisseau laboratoire, articula-t-il, comme pour lui-même. Son noyau de données pourrait contenir des cartes stellaires obsolètes, des analyses d'exoplanètes non répertoriées, des ressources. Vous voulez piller un cercueil. Il se retourna et cette fois son regard me transperça. Il n'y avait pas de colère, seulement une fatigue si profonde qu'elle ressemblait à de la cendre. Je vais préserver 600 âmes qui dorment sous nos pieds. Chaque calorie, chaque bit de données, chaque milligramme de matière exotique est un atout. Ce signal est un atout. Risqué mais quantifiable. La froideur du calcul me blassa. Je voyais les chiffres défiler derrière ses prunelles, les variables s'ajuster, les vies potentielles du Rhapsody mises en balance contre le carburant et le temps. Un algorithme humain. Et si ce n'est pas un piège? Si ce sont des survivants? Il soutint mon regard sans flancher. Alors ils sont condamnés? Leur système de support a dû tomber il y a des décennies. Les récupérer compromettrait nos réserves au-delà du seuil critique. La mission prime, toujours. Les mots résonnèrent dans la passerelle silencieuse. C'était la vérité nue de l'Odyssée. Celle que nous portions tous, mais que lui seul avait le pouvoir d'articuler. Il prit une inspiration, un mouvement presque imperceptible de son torse raide. Sa décision était déjà prise, avait toujours été prise. Elle n'attendait que d'être prononcée. Nous nous amarrons, et vous, train, vous allez y entrer. Votre combinaison est la seule qui puisse peut-être résister. Les mots de Varek tombèrent comme une sentence. Les schémas holographiques du Rhapsody tournoyaient, chaque couche révélant un nouveau cercle de l'enfer. Radiation gamma, distorsion spatiale locale, et cette signature énergétique inconnue, tracée en bleu cobalt sur les écrans, vorace et régulière comme un pouls. Je fixais la pulsation bleue.
Elle correspondait exactement au rythme des balises de détresse. Un leurre, dis-je. Le mot était sec, sans intonation. Un constat. Plus qu'un leurre, un piège cognitif. La voix de Varek était plate. Il désignait un sous-ensemble de données. L'émission Cobalt module les ondes cérébrales alpha. Elle attire, elle apaise, elle endort la méfiance avant que les radiations gamma ne fassent leur travail. Je sentis un froid qui n'avait rien à voir avec le climat contrôlé de la salle. Les survivants, s'ils en restent, ils sont déjà morts. Ou pire, leurs esprits sont des appâts dans la machine. Il croisa les bras, son regard rivé au schéma mortel. La structure est intacte. Les réserves, si elles existent, le sont aussi. C'est une mise en conserve parfaite, une boîte de Pandore radioactive. Le silence s'épaississait, chargé des chiffres qui défilaient, calculant les risques, les probabilités, le rendement calorique potentiel contre la perte certaine d'une unité de reconnaissance. Moi, la combinaison Muse, poursuivit-il, sans me regarder. Son blindage contre les pigments réactifs et son système de filtration autonome. C'est la seule chose à bord qui approche d'un scaphandre anti-rad. Elle a été modifiée pour manipuler de la matière instable. Elle pourrait tenir, peut-être, pourrait, peut-être. Les mots utilitaires d'un homme qui pesait des vies comme d'autres pèsent du carburant. Vous me demandez d'aller cueillir des fleurs dans un four crématoire. Il tourna enfin la tête vers moi. Ses yeux épuisés, ne présentaient ni excuse ni défi, seulement la froide géométrie de la nécessité. Je vous demande de vérifier si la boîte peut être ouverte sans que nous mourions tous. La mission prime. Il n'y avait rien à ajouter. Il avait articulé la vérité de l'Odyssée, et maintenant il m'en désignait le prix. Je quittai la salle sans un mot, laissant les fantômes bleus du Rhapsody danser dans le vide derrière moi. Le couloir menant à ma capsule sembla s'allonger, un tunnel vers une sentence déjà exécutée. Ma vieille combinaison Muse était accrochée au mur, une carapace vide de couleur terne. Je passai la main sur le tissu épais, autrefois taché de pourpre et d'or. Elle ne sentait plus la térébenthine et l'espoir, elle sentait le vide. Je l'enfilai, mécanique. Les fermetures se verrouillèrent avec un clic sourd. Le poids était familier mais différent. Ce n'était plus le poids d'un outil de création. C'était le poids d'un linceul. Devant le sas, le silence était si profond que Train entendait le bourdonnement de son sang dans ses oreilles, un dernier rappel de la vie. La plaque de coupe thermique était froide sous mes doigts, une cicatrice lisse sur la coque de l'Odyssée. Au-delà de l'épaisseur du titane, il y avait le vide, puis la peau du Rhapsody. Une membrane entre deux mondes, entre deux fins. Le panneau de contrôle clignota. Le système attendait le code final. Varek l'avait programmé. Un aller simple. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. Chaque cellule de mon corps hurlait de reculer, de retourner dans ma capsule, de fermer les yeux et de laisser le froid du voyage me prendre. C'était la peur de la mort, oui, mais plus encore, la peur de ce que je verrais là-bas, la peur que le miroir soit parfait. J'appuyais, un sifflement d'air bref et violent. Le sas s'ouvrit, révélant une autre porte de conception plus ancienne, couverte de bliches d'usure. La lumière de l'Odyssée s'arrêtait net sur son seuil, comme contenue par une force invisible. Au-delà, une lueur cobalt stagnait, poussiéreuse et immobile. Je franchis le seuil, la gravité changea. Elle devint molle, oblique, comme si le sol aspirait mes semelles. L'air sentait l'ozone froid et une autre odeur, douceâtre et métallique, de la chair en décomposition stellaire. Le ça derrière moi commença à se refermer avec une lenteur mécanique, découpant peu à peu la silhouette familière de mon couloir, de ma vie. Je ne me retournais pas. L'intérieur du Rhapsody s'étendait devant moi, un cauchemar de beauté figée. Les parois n'étaient plus du métal, mais une substance cristalline, organique, qui avait fleuri à partir des conduits et des cloisons. Des filaments bleus palpitants couraient sur les surfaces, formant des motifs complexes, des spirales hypnotiques. On aurait dit les veines d'un dieu mort. Mon souffle se figea dans ma gorge. Ce n'était pas un vaisseau, c'était un organisme, un piège qui respirait. La lumière cobalt semblait sourdre des murs eux-mêmes, baignant tout dans une aura funèbre. Elle éclairait des fragments du passé, une botte flottant dans un nuage de condense à geler, une console recouverte d'une toile de cristaux délicats comme du givre, un hublot brisé d'où suintaient des lianes de matière bleutée, et partout les lits de cryo. Des dizaines, des centaines peut-être. Chacun un sarcophage de verre et de gel, scellé dans cette gangrène magnifique. Je ne voyais pas les visages, seulement des formes indistinctes derrière la couche de glace et de croissance cristalline. Le ça de l'Odyssée se verrouilla dans mon dos avec un claquement sourd, définitif. Alors que les portes de ça se refermaient derrière elle, Train pénétra dans la lueur cobalt mortelle du Rhapsody, se demandant si elle venait d'entrer dans un piège ou dans le miroir de sa propre folie. La lumière cobalt ne brillait pas, elle suintait des parois, imprégnant chaque surface d'une beauté toxique qui rappelait à Train ses pigments les plus dangereux. Mon système affichait le taux de radiation en chiffres rouges et stroboscopiques. Je continuais d'avancer. Train statue. La voix de Varek grésillait dans mon casque, coupée par des interférences. Je suis à l'intérieur. Ma propre voix était un murmure. L'environnement est structurellement stable. La lumière est active. Active,
Préciser. Comment préciser l'impression? Elle semblait vivre, pulsant faiblement à mon passage comme si elle suivait mon champ énergétique. Je passai une main gantée près d'une paroi. La lueur s'attarda sur le matériau, suivant le mouvement avec une seconde de retard, laissant une traînée plus sombre derrière elle, un pigment organique réagissant à la chaleur. Mais il n'y avait aucune source de chaleur identifiable. Elle réagit au mouvement, commandant. Ce n'est pas de l'éclairage, c'est une croissance. Ma combinaison Muse, modifiée pour manipuler des pigments, me démangeait. Elle enregistrait des fréquences lumineuses, des compositions spectrales qu'elle n'arrivait pas à cataloguer, des données pour un tableau impossible. Je m'enfonçais dans le couloir principal, vers la source du signal de détresse. La chaleur montait à l'intérieur de ma combinaison. Pas la chaleur des systèmes de survie, une chaleur interne, humide, comme une fièvre naissante. La visière de mon casque commença à se couvrir d'une fine buée que le système anti-buée peinait à chasser. Vos signes vitaux montrent une élévation de la température corporelle, train. Je le sais. C'est un effet des radiations. Vous allez peut-être 1 heure avant que les symptômes deviennent incapacitants. Trouvez la source du signal, confirmez ou infirmez la présence de données exploitables. Puis revenez. Son utilitarisme était un rocher. Je m'y accrochais, un objectif, des données, pas de la beauté, pas des fantômes. Je passais devant une niche, à l'intérieur un lit de cryo. La vitre était opaque, recouverte d'une couche épaisse de la même matière bleutée. Des formes y dessinaient des motifs veineux comme des racines. Je tendis la main. Au contact de mon gant, la couche bleue se rétracta d'1 millimètre, révélant un instant la forme gelée et contractée d'un visage, les yeux grands ouverts, injectés de la même lumière cobalt. Puis la matière revint, l'engloutissant. Mon estomac se serra. Ce n'était pas de la glace. C'était quelque chose qui se nourrissait. Je reculais, le souffle court. La buée sur ma visière s'épaississait, déformant la lumière en halos flous. Je clignais des yeux. La chaleur derrière mes yeux devenait pression. Une migraine lancinante s'installait, battant au rythme de la pulsation sourde de la lumière. Alors que j'avançais, un reflet dans la paroi lisse me renvoya non pas mon visage sous le casque, mais celui, souriant et pâle, de mon frère disparu. L'odeur de terre mouillée et de peinture à l'huile frappa train comme un poing. Une senteur impossible ici, au cœur d'un vaisseau mort. Le reflet souriant avait disparu. Je clignais des yeux, la douleur derrière mon front s'accentuant, mais l'odeur persistait, écrasante, familière. Celle des ruelles du quartier après l'averse, mélangée aux émanations de l'atelier communautaire. Mon cœur cogna contre mes côtes. Les couloirs semblaient avoir changé. Les parois lisses du Rhapsody ondulaient faiblement, prenant la texture du vieux plâtre fissuré. Les veines de lumière bleue se tressaient maintenant en motifs que je reconnaissais, les graffitis de résistance qui couvraient la façade de l'ancien théâtre. Le slogan « L'art brûle plus longtemps » brillait d'un éclat froid sur une cloison. « Train, concentrez-vous, vos biosignaux dérivent. » La voix de Varek grésillait dans mon oreillette, lointaine comme venue d'un autre siècle. Les murs, ils changent. C'est une interférence des radiations sur votre système visuel. Ignorez-les. Progression, je ne pouvais pas. Sous mes pieds, le sol métallique avait la consistance du gravier humide. J'avançais. Une porte, déformée, ressemblait maintenant à l'entrée en fer forgé de la cour des miracles, notre repère. Une musique étouffée en venait, un air de violon que mon frère avait l'odeur de terre, une silhouette se dessina dans l'encadrement, adossée au chambranle. Jeune, trop mince, une écharpe rayée négligemment autour du cou. Il grattait un bloc de bois avec un couteau, les copeaux tombant en spirale lente. Tu es en retard, train. La lumière est presque partie, la voix de mon frère. Exact. Chaque inflexion, cette pointe d'ironie douce. Mes poumons se bloquèrent. Le couteau dans sa main n'était pas un outil de sculpture. C'était le couteau de cuisine, celui avec la pointe cassée, celui qui serrait quand les émeutes ont commencé à gronder au bout de la rue. Ce n'est pas réel, c'est une radiation, un écho. Je parlais à voix basse pour moi-même. Il leva les yeux. Ses yeux n'étaient pas bleus, mais d'un noir profond, injectés de la même lueur cobalt veineuse que le seul caractère de l'île Sorn. Sang, tendu. Fa, pierre, pi, ité. Pi, aprolassor, ti, ité. Yo 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 yo, les terminaux répondaient à ces commandes par des gammes de lumière bleue, comme si elles jouaient d'un instrument étrange et déréglé. Mes doigts tremblaient sur la console tactile. Chaque pression déclenchait une cascade de glyphes, des notes de musique figées dans le silicium. Varek, des systèmes de navigation sont verrouillés. Ils ne répondent pas au code d'accès standard. Sa voix crachota dans mon oreillette, coupée par des grésillements. Essayez la séquence de dérivation, protocole θ. J'obéis. Les glyphes se réarrangèrent, formant non pas un menu, mais une tortée musicale. Des quais de sol et de face entrelacés autour d'une barre de mesure qui clignotait, attendant une note. Ce n'est pas un système, c'est une partition. Quoi? Je fermai les yeux une seconde. La lumière bleue traversait mes paupières.
Je revoyais les murs du quartier bohème, couverts de graffitis qui bougeaient au rythme des extincteurs automatiques, la même sensation de délire ordonné. L'accès est conditionné à une mélodie. Il faut jouer la bonne suite pour déverrouiller les données. Un silence à l'autre bout. Puis, improviser. Vous étiez artiste. La remarque me transperça comme une aiguille froide. J'étais artiste. Je ne le suis plus. J'ai fui. Mes doigts, autrefois sûrs, hésitèrent au-dessus des touches lumineuses. Je commençai par une gamme simple. Le terminal émit un son pur, cristallin, et afficha un message d'erreur en rouge sang. Dissonance. La pression dans ma tempe augmenta. Une nausée sourde monta de mon estomac. Le détecteur de radiation sur mon poignet vibra, un avertissement silencieux. J'essayai une autre suite, une mélodie que mon frère fredonnait en peignant. Les lumières bleues palpitèrent, s'assombrirent. Contrepoint manquant. Train, votre signature biologique flanche. Les radiations montent en flèche. Dépêchez-vous. La voix de Varek était un fil ténu qui me rattachait encore à l'Odyssée, à la réalité. Je chassais le souvenir de mon frère. Je ne devais pas penser à lui. Pas ici. Mes doigts se posèrent sur la console, non plus en informaticienne, mais en compositrice. Je ne cherchais plus un code. Je cherchais la résolution, la note finale qui apaiserait cette harmonie folle. J'enchaînais des accords mineurs. Une marche funèbre que j'avais écrite pour un monde qui se mourait déjà. La lumière bleue se fit plus intense, presque solide. Le terminal émit un accord parfait, profond et vibrant dans mes os. L'écran explosa en un schéma énergétique complexe, un réseau de veines pulsantes qui convergeaient toutes vers un point central, la chambre du réacteur. L'accès était ouvert. Au même moment, mon détecteur crépita, strident, et le taux de radiation franchit le seuil rouge. La porte était une toile monumentale de métal et de câbles, mais les lignes en convergeaient toutes vers un seul point, comme le cœur noir d'une fleur géante. Le schéma énergétique palpitait encore derrière mes paupières. L'accès était ouvert. Le crépitement du détecteur se transforma en hurlement aigu, une lame dans ma tempe. Le chiffre clignotait, rouge sur rouge, au-delà de la limite mortelle. Je levai les yeux vers la jonction centrale. Un panneau manuel, une roue de pression. De la vieille école. Train à rapport. La voix de Varek grésilla dans mon oreille, coupante, déjà lointaine. Votre signal biofaiblit. Confirmez le statut. Je ne répondis pas. Ma main engourdie se dirigea vers la combinaison Muse. Je branchai un câble d'interface au port du panneau. Les pigments dans mes réservoirs s'agitèrent sensibles au champ énergétique fou qui émanait de l'autre côté. Une couleur que je n'avais jamais vue, un bleu qui brûlait la rétine. Il faut revenir, maintenant. Varek insista. Le protocole parlait à travers lui. Statistiques, probabilités. La perte acceptable d'un pion. Une ombre bougea dans mon champ de vision périphérique. Une silhouette familière, floue au contour. Elle se pencha vers moi, et je sentis le parfum fantôme de l'argile et de la sueur, mon premier amour. Son sourire était une fissure dans le réel. « Tu l'as toujours su, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix un écho de mon propre crâne. « La fin a une beauté que le commencement ne peut pas comprendre. Regarde. » Je regardais la porte. Les câbles semblaient battre au rythme d'un pouls monstrueux. Chaque pulsation de lumière bleue effaçait un fragment de l'Odyssée, de ma cabine, des visages endormis. Elle laissait à la place le souvenir cuisant du quartier bohème, la nuit où j'avais fui l'effondrement, tournant le dos au dernier feu. La main de l'hallucination effleura la paroi sans la toucher. C'est son chef-d'œuvre. Il t'attend. Train ? Varek rugit, la connexion se brisant en statique. Les lectures sont catastrophiques. Qu'un piège évident. Aborté. Un piège, oui. Mais quel artiste résiste à sa toile ultime? Mon devoir était un fil ténu, presque rompu. Ma fascination en était un autre, épais comme un câble d'acier qui me tirait vers le cœur noir. Je saisis la roue de pression. Le métal était froid, puis brûlant, puis froid encore. Une illusion de mes nerfs saturés. Alors que mes doigts tremblants actionnaient la séquence de déverrouillage manuel, la voix de Varek éclata dans mon casque, déformé par les interférences. Les boucliers de l'Odyssée atteignent leur point de rupture. Abandonnez et revenez. Dans le même temps, l'hallucination à mes côtés posa une main fantôme sur mon épaule et murmura. Ouvre-la, tu verras, c'est sublime. Au centre de la chambre, la sculpture pulsait comme un cœur géant, si belle dans son horreur que Train sentit ses genoux fléchir. C'était son propre style, tordu en arme de destruction massive. La voix de Varek se brisa dans un craquement final, puis le silence. Mon propre souffle, rauque et trop rapide, remplit le vide. La main sur mon épaule n'avait ni poids ni chaleur, juste la certitude absolue de sa présence. Je poussai la lourde porte. L'air qui s'en échappa sentait l'ozone et la chair brûlée, une odeur que ma combinaison Muse ne filtrait pas. La chambre du réacteur n'était plus une salle des machines. La matière bleutée avait tout digéré, tout remodelé. Des nervures organiques couraient le long des parois, convergeant vers un noyau central où palpitait une lumière cobalt si intense qu'elle laissait des traînées rétiniennes. Au centre, suspendu dans un lacis de filaments bioluminescents, se trouvait l'œuvre. Ce n'était pas une machine. C'était une sculpture, ma sculpture.
Les courbes fluides et les ruptures abruptes de mon ancienne période, celle du quartier bohème, mais exécutées avec une matière vivante et souffrante. Les pigments que je maniais jadis étaient remplacés par cette gelée bleue, pulsatile, qui semblait capturer des silhouettes en son sein. Des formes humaines figées dans des poses d'extase ou d'agonie. Chaque détail, chaque choix de contrepoint visuel portait ma signature. Une signature déformée, élargie à l'échelle d'une cathédrale, et trempée dans une mélancolie devenue toxique. La fièvre fit vaciller ma vision. Les parois respirèrent. Un murmure, trop bas pour être un mot, trop structuré pour être le vent, courut le long des nervures. Ce n'était pas du Varech, c'était plus ancien. C'était le rire étouffé de Kael, le sculpteur dont les manifestes fous parlaient de pétrifier la nostalgie. Je m'approchais malgré la douleur qui vrillait mes tempes. De près, les silhouettes dans la gelée avaient des visages, flous, changeants. L'un d'eux prit les traits de mon frère, puis se dissolva. Ce n'était pas un hommage, c'était une réclamation. Le Rhapsody n'avait pas copié mon art, il l'avait reconnu. Et il l'avait utilisé comme un virus, comme un schéma directeur pour sa propre métamorphose. Un rire étouffé, le mien, résonna dans mon casque alors qu'une silhouette familière se matérialisait dans la lumière bleue, mon frère, mort depuis 10 ans. Les lignes de la sculpture n'étaient pas aléatoires. Elle racontait une histoire, son histoire, tissée avec les pigments de sa culpabilité. Mon frère ne bougeait pas. Il souriait, appuyé contre la paroi de gel, les mains dans les poches de ce vieux manteau gris. L'image était parfaite, trop parfaite. Elle sentait la suie et la peinture à l'huile, une odeur qui n'avait jamais dû franchir l'atmosphère du vaisseau. Tu devrais voir ça, Train. C'est exactement comme tu le décris. Sa voix était un enregistrement de mon propre crâne, usé au bord. Je fermais les yeux. Ce n'était pas réel. C'était un écho, un leurre psychique pompé dans ma mémoire par cette chose bleue. Mais mes paupières ne bloquaient rien. La chambre du réacteur s'effilochait. Les tuyaux se tordaient en poutres rouillées. Le plancher se couvrait de gravats et de posters délavés. L'air devint épais, chaud, chargé des effluves du dernier été. Le quartier bohème, ma cellule. « Tu n'es pas là », murmurai-je, ma propre voix rauque et tremblée par le collier de ma combinaison. « Bien sûr que si, tu m'as laissé ici. » Je reculai, butant contre une console qui n'était plus une console, mais la table bancale de mon ancien atelier. Le scanner dans ma main pesait 1 tonne. Je le levai, visant la silhouette. Le chiffre rouge clignota, négatif, aucune signature de vie. Juste une masse organique bleutée, modelée à partir de mes déchets neuronaux. Kael apparut alors, non pas comme un homme, mais comme une ombre dans la lumière cobalt. Il ne me regardait pas. Il regardait la sculpture, ses doigts fantômes traçant les mêmes lignes que j'avais suivies. Son rire était un grésillement dans les haut-parleurs de mon casque. « Vous voyez » disait-il à personne. « La nostalgie n'est pas un sentiment, c'est une matière, on peut la forger, la laisser couler et la figer. La fièvre fit onduler les murs, la sueur coulait dans mon dos, froide. » Mon frère avança d'un pas, ses yeux fixés sur les mains de Kael, fasciné. C'était ça, le motif. Ce n'était pas un dessin, c'était une recette, un processus pour solidifier l'absence, pour donner une forme à ce qui vous ronge de l'intérieur. Le Rhapsody avait ingéré le manifeste de Kael, puis il m'avait attendu. Il avait attendu une source de matière première, moi. Je ne pouvais pas t'emmener, haltai-je, m'adressant à l'hallucination. Il n'y avait plus de place, plus de temps. Tu as choisi ton art, dit la voix de mon frère, douce, sans reproche. C'était pire. Tu as choisi de témoigner, et puis tu as fui. Tu as laissé tes toiles brûler, tu es monté dans les étoiles. Le scanner glissa dans mes doigts moites. Je le serrai plus fort, les jointures de mon gant craquant. Kael se tourna enfin vers moi. Son visage était une ébauche, un modelage raté dans la lumière. L'artiste est le premier pigment, grésilla-t-il. Le souvenir, le second. La perte, le liant. Un sanglot me monta à la gorge, amer, brûlant. Ce n'était pas seulement mon frère. C'était toute la terre. L'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud, le goût du thé froid dans l'atelier, le cri des mouettes au-dessus des décombres. J'avais tout enfermé dans des boîtes et j'avais fui. Et maintenant, cette chose, ce vaisseau tombe, me le recrachait à la figure, transformé en une gelée toxique et magnifique. Alors que les larmes obscurcissaient ma vision, ma main engourdie lâcha le scanner, qui disparut dans la matière bleutée avec un léger plop, emportant avec lui mon dernier espoir de compréhension. La chaleur des radiations était devenue une étreinte, la lumière bleue un linceul. Train ferma les yeux, prêt à se laisser dissoudre dans l'oubli poétique du Rhapsody. Je m'affaissai contre la base de la sculpture. La matière bleutée, tiède et visqueuse, monta le long de mes jambes, engloutissant lentement la combinaison muse. Elle ne brûlait pas, elle enveloppait. Comme l'eau d'un bain trop chaud, elle promettait l'effacement. Le visage de mon frère flottait toujours devant moi, cette ébauche qui se déformait au rythme de mon pouls battant dans mes tempes. La fièvre rendait les contours fluides, les souvenirs poreux. J'avais lâché le scanner, j'avais lâché l'enquête. À quoi bon? Varech voulait des données, des ressources. Il voulait extraire de la valeur de cette tombe. Moi, j'étais la valeur perdue, le pigment. Je pouvais sentir la structure autour de moi respirer, un mouvement lent et organique. Les parois palpitaient.
Le Rhapsody digérait ma présence, s'imprégnait de ma nostalgie pour la retransformer en cette lumière cobalt empoisonnée. C'était un échange équitable. Je lui donnais ma douleur, il me donnait l'oubli. Mes paupières étaient lourdes. La pression dans ma poitrine se relâchait. C'était presque apaisant de cesser de lutter, de laisser la gelée bleue combler les fissures, colmater la faille béante que je traînais depuis le dernier décollage de terre. Je n'aurais pas à affronter Kepler 40 Dead Dub. Je n'aurais pas à vivre avec le spectre de mon atelier silencieux. Un grésillement déchira le cocon de silence. D'abord indistinct, puis une voix métallique, criblée de craquements et d'échos lointains. Elle semblait venir de très loin, d'un autre univers. Train, statue. La voix de Varek. Elle tranchait comme un scalpel rouillé dans la chair molle de ma résignation. Je ne répondis pas. Je souhaitais qu'il croie la liaison coupée, que le Rhapsody ait enfin absorbé tout signal. Le grésillement insista. Dernier ping de votre biométrie indique une détresse vitale. Fréquence cardiaque en chute. Température corporelle anormale. Des chiffres. Toujours des chiffres. Même mon naufrage était réduit à des paramètres. Les protocoles d'extraction sont verrouillés sur votre signal de vie, train. La voix était plate, sans empathie, mais chaque mot était un clou planté dans le cercueil de mon abandon. Si vous cessez de répondre, je dois considérer la perte de la ressource et verrouiller le sas du Rhapsody. Une menace? Une simple énonciation de procédure. C'était pire. Cela signifiait que ma disparition deviendrait une ligne dans un rapport, un ajustement statistique pour la survie de l'Odyssée. Mon frère était déjà une statistique. La Terre en était une, je ne voulais pas en être une autre. Un frisson violent me secoua, malgré la chaleur ambiante. La matière bleutée avait atteint ma taille. Je haletais, un effort qui déchira mes poumons. « Je suis ici », parvins-je à souffler, ma voix un râle à peine audible, un silence à l'autre bout. Puis, lecture faible, confirmé état opérationnel. Opérationnel? Le mot était une insulte. Je n'étais qu'un tas d'os et de regrets en train de se faire absorber. Mais sa voix, aussi froide et utilitaire fut-elle, était un fil. Le dernier. Elle venait de l'extérieur, du vaisseau où des milliers de gens dormaient, ignorant tout du quartier bohème et de la pluie sur l'asphalte. Ils n'étaient pas des pigments, ils étaient un avenir. Je serrais les poings, sentant la matière gluante céder légèrement. Je me raccrochais à la froideur de Varek comme à une bouée. Sa logique était mon antidote. « Train, si vous pouvez m'entendre ». La voix se brisa dans un torrent d'interférences puis émergea, plus faible. 30 minutes avant le point de non-retour. Faites quelque chose. La ligne devint un souffle blanc, mais le message était cloué dans mon crâne. 30 minutes, un délai, une mission. La voix de Varek, coupée par les interférences, était la seule corde la rattachant encore à un monde qui avait du sens. La voix de Varek s'éteignit dans un grésillement définitif. Le silence qui suivit était plus lourd que tous les bruits du vaisseau. 30 minutes, les chiffres tournaient dans ma tête, des mécaniques rouillées. Un délai, une mission, je l'ai répété, un mantra contre la chaleur qui pliait mes os et le bourdonnement cobalt dans mes dents. Faites quelque chose. L'ordre était un écho dans un puits sans fond. Mes yeux brûlants se levèrent vers la sculpture. Elle pulsait, lente, satisfaite. Un cœur pour un monde mort. Le quartier bohème était un leurre parfait. Chaque fêlure du béton, chaque reflet d'eau stagnante, copié avec une amour de dément. Kael n'avait pas voulu détruire, il avait voulu préserver. Embaumer la nostalgie dans une chrysalide radioactive jusqu'à ce qu'elle devienne un piège pour les vivants. Faire quelque chose. Mes doigts se refermèrent sur le manipulateur de pigments de ma combinaison muse. Le geste était ancien, musculaire. Varek aurait ordonné une charge explosive, détruire le noyau, une solution propre, statistique. Mais l'antidote de sa logique se dissipait, emporté par la fièvre. Détruire cette œuvre, c'était devenir lui. Un autre sculpteur fou, effaçant ce qu'il ne comprenait pas. La nausée remonta, charriant un souvenir. Mon frère, dans notre atelier, tenant un bol de glaise fêlée. C'est l'imperfection qui prouve qu'une chose a été aimée, qu'elle a vécu. Il souriait, de ce sourire triste qu'il avait avant la fin. Le Rhapsody, dans sa folie parfaite, n'avait pas d'imperfection. C'était un souvenir gelé, stérile, une boucle infinie de beauté empoisonnée. Et soudain, je vis la faille, non dans la sculpture, mais dans son acte. Kael avait tout préservé, sauf une chose, l'avenir. Il avait figé le passé dans l'ombre, mais il avait nié la possibilité du lendemain, du changement, de la cicatrice qui suit la blessure. Son œuvre était une négation du temps. Mon souffle racla mes poumons. Je ne pouvais pas détruire son chant, mais je pouvais y répondre. Je désengageai les injecteurs de peinture stérile de la muse. Mes doigts tremblants trouvèrent le réservoir d'urgence, rempli d'un simple liant organique et des poussières de mon propre filtre à air, un gris terne fait de cendres et de fatigue. Ce n'était pas un pigment. C'était une trace, la preuve d'un passage. L'Odyssée n'était pas dans ce souvenir. Je l'y mettrais. Alors que les larmes brûlantes coulaient sur mes joues, Train tendit la main vers la structure radioactive, non plus pour la détruire, mais pour y ajouter la seule chose que son créateur avait oubliée, une imperfection. Les doigts de Train, à travers le gant fondu de sa combinaison, sculptaient non plus avec de la terre ou du métal, mais avec les derniers fragments de sa propre protection contre le monde. Le liant grisâtre coula, épais comme du sang séché,
sur la courbe d'une aile de cobalt. Le contact brûla, pas la brûlure des radiations, mais celle d'une vérité trop vive. La structure palpitait sous ma trace. Elle absorbait le geste, le gris se mêlant au bleu pour former une veine de brume, une fissure dans la perfection monolithique. Train, l'analyse spectrale est un chaos. Que faites-vous? La voix de Varek était un couteau tranchant dans la cathédrale molle. Je ne répondis pas. Je traçais une ligne brisée, le souvenir du tremblement de ma main, le jour où j'avais scellé la porte de mon atelier pour la dernière fois. Le rhapsodie frémit. La lumière vacilla. L'hallucination du quartier bohème se fissura à la jointure, révélant un instant la carcasse de métal organique en dessous. Vous introduisez un contaminant inconnu dans une structure énergétique instable. Cessez immédiatement. Ordre. Ce n'est pas un contaminant, commandant. Ma voix était rauque, usée par les larmes et les vapeurs toxiques. C'est une signature. Je vis alors l'ombre debout près du cœur pulsant. Kael, ou l'empreinte que la machine avait gardée de lui. Il ne souriait pas. Il observait la tête légèrement penchée comme un critique devant une œuvre inachevée. Son silence était plus accusateur que tous les mots de Varek. Il voulait pétrifier la nostalgie, murmurai-je, pour moi, pour l'ombre. Mais vous avez oublié quelque chose. La nostalgie, elle pourrit. Elle se déforme. Elle ment. Ma main tremblait si fort que la ligne devint une tache. L'imperfection. La preuve du temps qui passe, de la main qui faiblit, de l'âme qui doute. Je la plaçai au centre de la poitrine de l'oiseau de mémoire. Le rhapsodie hurla. Ce ne fut pas un son, mais une déchirure dans le champ sensoriel. La lumière cobalt se brisa en éclats d'indigo et de noir. Les formes organiques se rétractèrent, se recroquevillant sur elles-mêmes comme touchées par un acide. La vision du passé se dissipa en lambeaux de couleurs mourantes. Réaction en chaîne dans la matrice, aboya Varek, sa voix distordue par les interférences. Train, qu'avez-vous fait? J'avais répondu. J'avais introduit la faille et le grain de sable dans l'huître parfaite de son programme. En signant de ma faiblesse son œuvre de force, je l'avais rendue impure. Incompatible avec sa propre logique. L'ombre de Kael se tourna vers moi. Pour la première fois, je vis autre chose que de la froideur dans ses yeux fantômes. Une forme de reconnaissance. Puis il se dispersa, devenant fumée bleue aspirée vers le cœur qui s'effondrait. Je chancelai. La douleur rosnait, réelle, aiguë, celle des brûlures et de l'épuisement. Le chant du rhapsodie n'était plus qu'un grésillement, un signal de détresse qui s'éteignait sur lui-même. Le phénomène hallucinogène s'atténue, annonça Varek, plus calme, puis, après un silence chargé, le rhapsodie s'autodétruit. Je ne répondis pas. Je fixai l'oiseau de mémoire, maintenant une chimère grise et bleue, difforme, transie, ma cicatrice sur sa blessure. Elle coupa la communication avec Varek, le silence qui suivit n'était plus celui de la peur, mais de la décision. L'oiseau de mémoire attendait sa forme. Sa combinaison n'était plus une armure, mais une palette. Chaque déchirure libérait un fil, un circuit, un fragment de mémoire technique qu'elle tordait et modelait dans la matière bleue vivante. La texture gluante résistait, essayait de phagocyter ses doigts. Elle arracha un câble de son épaule, le métal chaud lui brûlant la paume, et l'enfonça comme une épine dorsale dans la masse malléable. Le vaisseau rugit. Une secousse me projeta à genoux. La cathédrale organique se rétracta, les veines luminescentes palpitant de colère. L'air devint épais, sucré, l'odeur du lilas de l'ancien quartier. Une hallucination frappa, nette et coupante, les pavés humides sous mes mains nues, le cri lointain d'une mouette qui n'avait jamais existé ici. Je fermai les yeux, serrai les dents. Ce n'est pas réel, c'est du venin. Tu ne peux pas effacer la forme, murmurai-je à la paroi qui battait comme un tympan. Je vais te la donner, et elle te brisera. Ma main droite chercha la poche scellée de la combinaison, trouva le dernier tube de pigment minéral, de l'ocre, couleur de terre sèche, de soleil éteint. Je le cassai sur le sol bleu. La matière grésilla, recula. C'était une intrusion, une signature réelle dans un monde de copies. Je travaillais vite aveuglément. Les polymères fondus de la muse formaient les os gris de l'oiseau. Les fils de données, tirés de mes propres systèmes vitaux désactivés, tissaient les muscles. L'ocre, mélangé à la poussière de mon propre sang sur mes doigts brûlés, donnait la couleur des ailes. Chaque geste était un arrachement, chaque souvenir injecté dans la forme, le rire étouffé de Kael, le poids du pinceau, l'odeur de la peinture fraîche sur un mur condamné, était une lame que je me plantais dans la poitrine. Le rhapsodie comprenait. L'illusion bascula. La sculpture centrale, le monstre à mon image, se pencha. Son visage de matière bleue se fissura en un sourire. Une voix sortit du grésillement ambiant, faite de 100 autres voix compressées. « Pourquoi résister? Ici tu es éternel. Ici ton art est parfait. » C'était ma propre voix, modulée en un idéal que je n'avais jamais atteint. Celle de l'artiste que j'avais rêvé d'être. La tentation fut un gouffre tiède. Céder. Laisser la matière bleue m'engloutir, devenir une statue dans ma propre cathédrale. Je regardais l'oiseau difforme entre mes mains. Gris, ocre, sang. Un amalgame imparfait, douloureux, conscient. L'antithèse de la perfection morte du rhapsodie. Parce que c'est mien, crachai-je. Et je me relevai. La dernière poussée demanda tout.
Le cœur de la sculpture, cette cavité pulsante d'un bleu électrique, se contracta comme une bouche pour m'avaler. Je m'y jetai presque, enfonçant l'oiseau de mémoire dans la lumière. La matière bleue hurla, un son purement psychique qui faillit faire éclater mes tympans. Les filaments de l'oiseau s'enracinèrent, se propagèrent comme un virus de réalité. L'ocre se répandit, une tache de rouille sur du métal parfait. La lumière cobalt vacilla, puis se mit à battre au rythme d'un cœur mourant. La cathédrale de lumière bleue se brisa comme du verre, et avec elle, le fantôme de Kael et les mirages du quartier bohème. Un silence brutal me frappa, puis le sol céda. Je tombai à genoux, la matière bleue autour de moi se craquelant, se désagrégeant en poussière phosphorescente. Le cœur de la sculpture n'était plus qu'une plaie noircie, un néant où l'oiseau d'ocre avait pris racine. L'air devint brûlant, âcre. Les murs du rhapsodie gémissaient, des fissures zébrant la chair artificielle du vaisseau. Train, statue. La voix de Varek déchira le silence de mon casque, nette, urgente. Je voulus répondre. Un gargouillis sortit de ma gorge. Ma combinaison muse clignotait en rouge, contamination critique, intégrité structurelle compromise. Je voyais le couloir, la route vers le sas, à travers un voile tremblant. Chaque respiration brûlait. Je me traînais. Le rhapsodie mourant tentait de me retenir. Des filaments bleus agonisants s'accrochaient à mes chevilles, fragiles comme des toiles d'araignée. Des murmures, des échos de mes propres souvenirs déformés chuchotaient dans les haut-parleurs crépitants. Reste, deviens mémoire. Deviens art. Je les arrachais. Je continuais. La gravité artificielle flanchait. Des débris flottaient, lents, lourds. Une poutre se tordit dans un cri métallique et s'effondra derrière moi, bloquant le passage que je venais de quitter. L'adrénaline était un feu sale dans mes veines. Le sas, 20 mètres, 15. Un nouveau gémissement plus profond parcourut la coque. Le plafond au-dessus du sas se déforma. Une plaque de revêtement se détacha, tournoyant vers moi. Trop lent. Je plongeai sur le côté, lévitant de justesse. L'impact contre le sol me vola le souffle. Ma vision se brouilla. Module en approche, train, 30 secondes. Varek, pas d'émotion. Un compte à rebours. Je rampais les derniers mètres. Mes doigts, engourdis, trouvèrent le panneau de commande. Le sas s'ouvrit dans un sifflement d'air pressurisé. Je me jetai à l'intérieur, me retournant pour voir le couloir s'effondrer dans un nuage de poussière bleutée et de ténèbres. La porte se referma. L'accélération du module de secours m'écrasa contre le siège. Par le hublot, le rhapsodie n'était plus qu'une forme difforme, piquetée de lueurs bleues mourantes. Puis, sans son, sans gloire, il se contracta sur lui-même. Une implosion silencieuse, un dernier éclair de cobalt, avalé par le noir. Puis plus rien. Je repris conscience sous les lumières froides de l'infirmerie de l'Odyssée. Des formes floues en blouse s'activaient, des scanners bipsaient. Une main, celle de Varek, s'appuya un instant sur la paroi de la cuve de décontamination. Son regard croisa le mien. Pas de gratitude. Une reconnaissance froide, utilitaire, un hochement de tête. Il avait ses données. J'étais vivante. L'équation tenait. Ils m'injectèrent les sédatifs. La brûlure des radiations s'estompa, remplacée par un froid lointain. Le plafond blanc de l'infirmerie devint flou. Alors que les sédatifs la submergeaient dans l'infirmerie de l'Odyssée, une dernière pensée la traversa. Elle avait sculpté la fin d'un monde, et peut-être le début d'un autre. La cicatrice sur la joue de train, une traînée de pigments bleus indélébiles fusionnés à la peau, ne picotait plus. Sous ses doigts, l'écran tactile dessinait non pas les formes tourmentées du passé, mais les courbes d'un monde à naître. L'observatoire principal de l'Odyssée était silencieux, baigné seulement par la lueur bleutée de Kepler 4042b. Le géant gazeux tournait lentement, un œil paisible dans le vide. 6 mois. 6 mois de sédatifs ajustés, de thérapie neurale, de nuit hantée par la lumière cobalt. 6 mois depuis que j'avais scellé le rhapsodie dans son silence éternel. Mes mains ne tremblaient plus. Sur l'écran, les lignes esquissaient le contour d'un dôme d'habitation, des courbes organiques qui épousaient le vent plutôt que de lui résister. Ce n'était plus mon style. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. L'analyse des données récupérées est terminée. La voix du commandant Varek était un gravier familier dans le calme. Il se tenait à l'entrée de l'observatoire, son uniforme aussi net que le jour où nous avions abordé le vaisseau fantôme. Mais ses yeux fixant la planète avaient perdu une partie de leur glace utilitaire. Ils portaient le poids d'un calcul différent. Les schémas de croissance organique que vous avez rapportés, ils ont révolutionné nos protocoles de terraformation. Nous gagnons des décennies. Je ne détournai pas mon regard de l'écran. Vous avez ce que vous vouliez. Nous avons survécu, corrigea-t-il. Il s'approcha, mais resta à distance respectueuse. La cicatrice bleue sur mon visage était un rappel permanent de ce que cette survie avait coûté. Le médecin en chef signe votre libération complète demain. Les séquelles neurales sont stabilisées. Les hallucinations? Elles ne sont plus des intrusions, je posai le stylet. Ce sont des archives, je les catalogue. Il hocha la tête, ce hochement froid et utilitaire qui était sa seule forme d'approbation. Je savais ce qui le hantait, la nuit, les survivants abandonnés. Le prix de l'équation. Je portais le mien sur la peau,
Il portait le sien dans le silence de son bureau. « Et votre rôle » demanda-t-il enfin. « L'Odyssée arrive dans le système dans 70 jours. Nous aurons besoin de tous les esprits, de toutes les mains. » Je fis glisser l'image sur l'écran. Elle se projeta sur la grande baie vitrée, superposant aux nuages d'ammoniac de la géante bleue les plans d'une colonie. Des structures organiques, inspirées des horreurs du Rhapsody mais purgées de leur poison. Une beauté née de la compréhension de la monstruosité. « Je ne suis plus une artiste, dis-je, et les mots sonnaient comme une libération, pas comme une perte. Je suis une archiviste. » Varek plissa les yeux, étudiant les plans. « Vous archivez quoi? Tout ?» Les 600 rêves en stase, leurs biographies, leurs espoirs, leurs peurs, les ruines que nous avons laissées derrière nous. Les schémas du Rhapsody, la façon dont une mémoire peut devenir un cancer ou une fondation. Je touchais ma cicatrice. Kael voulait pétrifier la nostalgie, je vais la transformer en racine. Le commandant resta silencieux un long moment, puis il tourna les talons. L'observatoire est à vous. Les transmissions avec les modules de stase sont ouvertes sur votre terminal. Faites vos archives. À la porte, il s'arrêta. Et, train, merci. Il partit sans attendre de réponse. Ce n'était pas dans son équation. Je repris mon stylet. Sur un nouveau canal, j'appelais les données biographiques du colon groupe 7. Des visages apparurent, endormis, paisibles. Je commençais à dessiner. Non pas leur portrait, mais l'environnement qui les accueillerait. La maison de l'enfant qui rêvait de forêt. L'atelier du mécanicien qui manquait à ses outils. Je traduisais leur mémoire endormie en architecture. Le Rhapsody n'avait pas volé mon art. Il l'avait reconnu comme une clé. Ma culpabilité, ma nostalgie vénéneuse, c'était le combustible parfait pour sa croissance parasite. J'avais nourri le monstre avec mes propres fantômes. En le détruisant, je n'avais pas tué mes démons. Je les avais regardés en face. Je les avais nommés. Et maintenant, je les utilisais. L'ombre de Kael, le sculpteur, n'était plus une menace. C'était une leçon, une mise en garde dans les archives. Pétrifier, c'était mourir. Transmuter, c'était vivre. Je travaillais jusqu'à ce que la fatigue se fasse sentir, non comme un épuisement, mais comme un accomplissement. Je posais mes outils, le croquis de la première colonie terminé. Par le hublot, Kepler 90b tournait, une bite d'azur et d'émeraude dans le velours du noir. Je n'étais plus l'artiste des ruines de la Terre, mais l'archiviste de ce nouveau chapitre. Les fantômes se taisaient enfin, non parce qu'ils étaient partis, mais parce que je leur avais donné une maison dans ma mémoire. Et dans le silence apaisé du vaisseau, berceau de 600 rêves encore endormis, train, la gardienne, veillait.